Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Nous irons à Kiev dans un instant. Stanislas Ployer est sur place et il nous donnera les dernières infos et il nous racontera aussi comment il a croisé dans ses reportages dans le Donbass, au cours de ses reportages dans le Donbass, la route du cousin germain du vice-président américain J.D. Vance. Un homme connaît bien le vice-président américain en Europe, c'est l'essayiste conservateur Rod Dreher, qui vit habituellement à Budapest. Il est l'auteur du best-seller Le Paris bénédictin et il vient de publier Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qu'il a chassé. Il est à Paris, il sera dans Point de vue. Auparavant, on prendra des nouvelles du pape avec Jean-Marie Guénois et on démarre un voyage à l'autre bout de l'Europe, en Absurdie, c'est en France. La France paralysée par l'enfer des normes qui paralyse également les collectivités mais aussi les usagers. C'est le dossier de ce week-end, on y revient dans un instant avec Guillaume Roquette. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Vincent. Vous n'êtes pas obligé de connaître la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que vous connaissez les passes à poissons ? Les passes à poissons, oui, ce sont des équipements qui sont installés dans les rivières. Exactement. Pour passer sur le côté des barrages. Exactement, bravo, bonne réponse. Oui. Bravo, vous pourrez gagner peut-être une invitation au syndicat de la petite hydroélectricité. Oui, et la ruine de pas mal de propriétaires de barrages, effectivement, sont des dispositifs qui doivent permettre parfois même au saumon de remonter. Et sinon, si vous ne les faites pas, vous êtes contraint, vous avez des amendes, des sanctions. Et en perspective, la ruine des petites centrales électriques qui sont pourtant une alternative écologique aux éoliennes, aux photovoltaïques et peut-être au charbon, voire au nucléaire. C'est un épiphénomène ou c'est un signe des temps ? C'est un signe des temps, c'est-à-dire qu'il y a, comme souvent en France, des logiques contradictoires qui s'affrontent et qui ne sont jamais tranchées. C'est-à-dire que d'un côté, c'est ce qu'on explique dans notre dossier de couverture de cette semaine, il y a des maires qui veulent développer des infrastructures, qui veulent développer l'attractivité de leur commune, et ils se retrouvent face à une multitude d'administrations qui ont des objectifs qui sont contradictoires et qui sont tous estimables, mais qui sont incompatibles avec le développement. Et par exemple, on parle du développement d'une ferme photovoltaïque. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus écologique que ça, sauf que c'est sur un terrain où il y a des tortues, et donc le dossier prend des années parce que on chasse la tortue pour essayer de voir s'il y a moins de tortues avec la ferme. Et il peut y avoir des débats. Par exemple, sur le photovoltaïque, il y a effectivement un article très intéressant de Karl Meus qui raconte effectivement les déboires de la mairie de Nîmes, de Cannes, et de David Lisnard, qui veut installer sur des terrains municipaux justement un dispositif qui permette de faire du photovoltaïque. Parfois, il y a d'autres polémiques, c'est-à-dire qu'il y a certains agriculteurs qui disent mais ça prend notamment des champs, et en plus il y a un risque avec les batteries de lithium qui sont accrochées aux panneaux photovoltaïques, donc on peut comprendre qu'il peut y avoir des débats. Oui, le problème c'est qu'en fait qu'il y ait des règles, qu'il y ait des choses interdites et d'autres qui ne le sont pas, ça à la limite c'est normal. Aucune société ne peut vivre sans un minimum de sécurité juridique. Là, ce que nous décrivons dans le dossier, ce sont des projets qui ont leur utilité, et il n'y a pas de refus a priori de l'administration. Simplement, il y a une multitude de procédures à respecter, de dossiers d'instruction à remplir, et avec des interlocuteurs divers pour les collectivités locales, et donc les maires se retrouvent complètement ballottés d'une administration à l'autre, avec des réponses qui sont contradictoires et aucune limite de délai. Et de ce fait, ça paralyse complètement l'action publique. Qui est le plus touché par cette inflation de normes ? Alors, il y a à la fois les entreprises et les collectivités locales. On a décidé sur notre dossier de se focaliser sur les collectivités. Les maires sont extrêmement touchés parce que il y a une sorte d'inégalité entre d'un côté un État qui n'a aucune contrainte ni de temps
ni d'effectifs, puisque les fonctionnaires sont nombreux, et que, comme c'est un peu leur raison d'être, hélas, de susciter parfois la complexité, de l'autre côté, les municipalités sont complètement dépourvues, parce qu'à moins d'être de très grande taille et donc avoir des services qui sont dédiés, il y a une sorte d'impôt de temps passé et de complexité. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce dossier ? J'allais dire, c'est un dossier de plus, parce que des dossiers sur les normes, on en voit passer, ce discours qui vise à dénoncer les normes, on l'entend beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Qu'est-ce que vous avez appris de plus en vous plongeant dans ce dossier complexe? Alors, d'abord, c'est un dossier qui effectivement parle des normes, mais qui parle aussi de la justice et des décisions de justice. Et nous sommes revenus plutôt à Castres pour raconter cet épisode ubuesque de l'arrêt de la 69. Pourquoi il est ubuesque? C'est ubuesque parce que c'est un projet qui a été lancé maintenant. De l'autoroute qui relie Toulouse à Castres. Toulouse à Castres. C'est un projet qui est très largement avancé, qui a coûté des centaines de millions d'euros, où il y a eu des expropriations. Donc le chantier est presque terminé et il y a un tribunal administratif qui dit mais finalement l'intérêt de ce projet n'est pas suffisant pour justifier les atteintes à l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus la puissance publique qui est responsable du bien commun, de l'intérêt collectif, de ce qui est souhaitable pour une société. Ce sont des juges qui, en plus, font ça, et là, on en revient au sujet précédent sur les normes, 15 ans après que le chantier ait été démarré. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui sont hors sol et surtout qui ne... En termes de délai, par exemple. C'est ça, en termes de délai. Et il n'y a pas une prescription de la norme. Non, premièrement en termes de délai, et deuxièmement parce que il y a une subjectivité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'éléments qu'on développe dans le dossier et qui expliquent pourquoi est-ce que cette autoroute est utile pour cette région. Ce sont les habitants qui témoignent, et d'ailleurs ça va au-delà des clivages politiques, parce que de gauche comme de droite, tous les élus soutiennent ce projet. Pourquoi est-ce que l'avis d'un juge qui n'est pas élu, qui n'a aucune légitimité démocratique, serait supérieur à l'avis unanime de tous les élus de la région pour savoir si c'est utile ou non? Mais à vous lire, plus il y a de normes, finalement, moins la justice fait du droit. Pourtant, chaque décision, et notamment la décision qui a été rendue pour la suspension des travaux pour l'autoroute A69, chaque décision est rendue sur la base de dispositions juridiques. Oui, mais encore une fois, cette base juridique, elle donne lieu à un examen de proportionnalité. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas comme si les travaux avaient été lancés sans déposer les demandes nécessaires. Là, pour le coup, il y aurait... Il y a une interprétation, il y a un jeu d'interprétation des normes. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une norme contre une autre. Il y a l'intérêt général d'un côté et la protection de l'environnement de l'autre. Et donc, en fait, c'est pour ça que le juge administratif, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel, et comme de plus en plus la justice judiciaire, elle ne juge pas en droit, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas là la loi a été ou non respectée. Elle juge, si vous voulez, c'est un peu le fléau de la justice d'ailleurs avec les deux balances. Donc elle dit non, moi je considère que c'est un dossier qui n'est pas suffisamment utile, un projet qui n'est pas suffisamment indispensable pour se justifier. Et donc c'est en ça qu'on peut parler sans abus de langage de gouvernement des juges, c'est-à-dire que les juges ne sont plus les gardiens du respect du droit, ils sont ils apprécient de façon totalement subjective, mais malheureusement sans contrôle, parce que les juges ne sont pas élus et donc ne sont pas battus aux prochaines élections. C'est eux qui disent le bien à la place du pouvoir politique. Plus que le droit. Oui, plus que le droit, c'est-à-dire que parce que le droit, c'est relativement simple, si vous voulez, le respect des procédures, c'est comme si vous
si vous brûlez un feu rouge, bon ben c'est tout. Il n'y a pas sujet à interprétation. Donc c'est pas ça les décisions de justice qui posent problème. Ce sont des décisions de proportionnalité. C'est aux politiques de reprendre le pouvoir. Là. Mais oui, mais parce que le pouvoir lui est, alors, en fonction du droit, en fonction de la Constitution, leur est prioritairement octroyé. Mais oui, parce de Gaulle parlait d'un pouvoir législatif, d'un pouvoir exécutif et d'une autorité judiciaire. Exactement. Et De Gaulle disait aussi, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Et c'est la raison pour laquelle il voulait limiter strictement les prérogatives du Conseil constitutionnel. Mais nous sommes dans une société qui est de plus en plus judiciarisée, et donc en fait les juges se sont appropriés on leur a laissé s'approprier. Oui, alors pas seul, c'est-à-dire qu'on leur a donné les outils pour cela. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple aujourd'hui, la justice française ne se détermine plus seulement en fonction des lois françaises. Elle prend ses décisions aussi en vertu de toute la jurisprudence et de toute la réglementation européenne. Donc effectivement, il y a une sorte de désappropriation. Et quand vous voyez ces milliers de gens qui ont manifesté samedi dernier à Castres pour dire « laissez-nous faire notre autoroute », vous avez vraiment un conflit de légitimité. Vous avez d'un côté tous les élus, la population, parce qu'il y a eu des référendums qui ont été faits, et de l'autre côté, quelques juges réunis au tribunal administratif local. Qui est le plus légitime? C'est ça la question. Est-ce que, quand même, Guillaume, toutes ces normes et toutes ces décisions de justice ne permettent pas quand même de défendre l'environnement? Alors, si c'est vrai que c'est pour ça qu'elles ont été prises, et le problème, c'est que elles font comme si l'environnement était un sujet à part, c'est-à-dire qui devait être traité indépendamment de toute autre considération. Regardez ce qui s'est passé par exemple en matière de normes pour la transition vers la voiture électrique. Vous avez effectivement un besoin de diminuer les gaz à effet de serre et donc de limiter le nombre de moteurs thermiques par rapport aux moteurs électriques. Donc la Commission européenne, avec son Green Deal, a contraint l'industrie automobile européenne pour ça. Mais du coup, comme celle-ci n'arrive pas à suivre, eh bien ce sont les Chinois qui vont prendre l'initiative. Donc oui, c'est important le réchauffement climatique, mais c'est aussi important d'avoir une industrie en Europe qui demeure. D'autant que on sait maintenant que les voitures électriques, c'est des batteries avec un bilan énergétique qui n'est pas tout à fait, un bilan environnemental plutôt qui n'est pas tout à fait favorable. Donc les préoccupations environnementales sont indispensables. Le problème, c'est que elles sont devenues un monde qui se suffit à lui-même, et donc il n'y a plus la prise en compte d'autres nécessités. D'autant que, par exemple, je prends l'exemple de cette autoroute A69, on peut dire les autoroutes, c'est une atteinte à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des arbres qui ont été coupés. Mais les arbres, ça se replante. Je veux dire, il n'y a pas d'espèces rares qui soient élevées dans cette région de Castres. De la même façon, effectivement, on dit que ça va augmenter le trafic automobile. Oui, mais comme il va y avoir de plus en plus de voitures électriques, ce trafic ne sera pas plus polluant. Donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a une sorte de doxa environnementale qui fait comme si la société ne devait pas se préoccuper d'autres sujets. Que révèle ce poids et cette nature de normes sur l'évolution de notre pays? Montesquieu disait « Un peuple qui n'a plus de mœurs fait des lois ». Est-ce que l'inflation des normes n'est-il pas la traduction de la perte de morale commune? Alors, je pense qu'elle est le résultat des choses. Effectivement, moins il y a de mœurs, plus il y a de lois. Et donc, comme chacun entend vivre comme il l'entend, sachant que la pression sociale, culturelle est de plus en plus faible, il n'y a plus des règles familiales, des traditions culturelles, il n'y a plus que la volonté individuelle. Et la norme est faite pour essayer de faire vivre ensemble des gens qui ont de moins en moins en commun. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a une demande. C'est-à-dire que je pense que cette inflation de normes, elle est le reflet d'un pays qui a peur de l'avenir, qui est fatigué, qui est vieilli. Question justement, n'est-ce pas un symptôme du vieillissement du pays? Oui, je pense que c'est oui, parce que d'ailleurs vous voyez bien, dès qu'il y a des projets nouveaux, en général ceux qui s'y opposent, l'installation de nouveaux équipements industriels par exemple, très souvent sont des gens plutôt
âgés et qui ont peur, qui ont peur du changement. Et puis il y a une demande. Vous savez, Jacques Chirac n'a jamais été aussi populaire que lorsqu'il a fait entrer le principe de précaution dans la Constitution. Et la conséquence, eh bien, elle est à découvrir dans le nouveau numéro du Figaro Magazine, avec également un éditorial de Guillaume Roquette qui, lui, revient sur l'idée des pensions et des munitions. C'est à retrouver dans le nouveau numéro en kiosque à partir de ce vendredi. Oui. Merci beaucoup. Et puis, les premiers articles à découvrir sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Guillaume. On va prendre la direction de Rome et les nouvelles du pape François. Jean-Marie Guénois va nous rejoindre. En attendant, place Saint-Pierre, on continue de prier pour la santé et la guérison du souverain pontife. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo le parole di Cristo risorto rivolte a Pietro. In verità, io ti dico, quando eri più giovane tu vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Come non riconoscere in queste parole, infatti, quanto sta vivendo e battendo anche il nostro Santo Padre, successore di Pietro? Certo, le situazioni sono diverse, ma anche la sofferenza di grave malattia è una grande sfida. Preghiamo che il Signore concede sempre la sua vicinanza al nostro Santo Padre e chiediamo l'intercessione di Maria, la Madre della Speranza, per la salute del Papa Francesco. Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour. Je profite de votre retour à Paris pour vous demander quand est-ce que vous repartez à Rome. Écoutez, ma valise est prête. Dès qu'il y a une nouvelle qui pourrait être dramatique, je pars très vite. Le pronostic du pape François, le pronostic vital n'est plus réservé. Il va sortir de la clinique ? C'est très important ce qui est en train de se passer. Il faut être prudent aussi sur ce qu'on nous dit. Le Vatican communique sur le sujet, il communique plutôt régulièrement. On a 3 communiqués par jour, on n'avait jamais vu ça. Les informations sont plausibles, mais on doit toujours être prudent. Qu'est-ce qu'on nous annonce ? Que le scan des poumons qui a été fait mardi indique une régression de la pneumonie, qui était confirmée d'ailleurs par les analyses sanguines précédentes. Donc ça va vers le mieux. Cela dit, le pape reste sous assistance respiratoire, oxygénation 24 heures sur 24, avec des exercices qu'on nous dit de thérapie pour réapprendre à respirer ou continuer à respirer par lui-même. Donc il reste fragile. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre séjour romain la semaine dernière ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la confrontation entre la confusion, les rumeurs, mais ça on a l'habitude, et puis la réalité. Confusion, rumeurs, à peu près, il y a des gens qui se disent spécialistes de ces sujets-là et qui ont oublié le conditionnel, parler au conditionnel sur ces sujets-là, oublié l'humilité devant les faits, et souvent on donne pour certains des choses qui ne sont que des rumeurs ou des impressions personnelles. Pardon, Jean-Marie Guénois, c'était pas quelque chose qu'on avait vu dans les précédents pontificats. La nouveauté, au moment même de l'élection du pape François, on l'a couvert ensemble. Vous vous souvenez pas que la presse italienne, le lendemain, donnait un luxe de détails. On était étonnés même que ce soit publié dans des journaux sérieux. C'est impossible. La nouveauté, c'est les médias sociaux, et aujourd'hui, ça vous crée un sort de nuage de rumeurs, un festival de l'à peu près, d'une forme de désinformation. Mais au carré, parce que... Voilà. Et le propos, notre propos de journaliste, c'est d'abord de respecter les faits, de considérer que le Vatican, même s'il a une communication, reste une institution, comme toute institution, elle aménage cette communication, surtout sur la santé du chef. Et ça vous a particulièrement marqué cette fois-ci ? Oui, parce qu'on est dans une autre ère, et c'est un autre débat. C'est pas le débat sur le pape, la santé du pape ou le conclave, c'est le débat sur l'information sur ce sujet-là, qui aujourd'hui est totalement prise de biais par les médias sociaux, qui répercutent beaucoup de choses imprécises. La course à la succession est relancée ou modifiée ? Mais inévitablement. Il faut bien saisir ce qu'est ce monde du Vatican. C'est d'abord un homme qui est élu, qui reçoit une charge. Il la reçoit, il l'accepte, il est élu par des frères.
il donne des signes de faiblesse. Inévitablement, ceux qui seront amenés à lui succéder, donc les cardinaux, aujourd'hui ils sont 137 électeurs de moins de 80 ans qui ont le droit d'entrer dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur. Inévitablement, ces gens réfléchissent. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui attendraient sagement que le pape décède pour se mettre à réfléchir. Donc c'est tout à fait normal. Alors évidemment, vous avez des gens très militants d'un côté comme de l'autre, conservateurs et progressistes. Mais le vieux clivage entre conservateurs et progressistes est ressuscité à la faveur des événements ? Ou en tous les cas, renforcé. Benoît XVI, d'une certaine manière, l'avait maîtrisé en tentant une ecclésiologie. Ecclésiologie, ça veut dire la politique de l'Église, en quelque sorte. D'unité, de communion entre la tradition ancienne et le modernisme. François a cassé cette vision des choses en optant franchement pour le progressisme, avec évidemment pour lui des accents traditionnels. C'est un jésuite de la vieille école. Bon, mais ce clivage, il existe toujours à propos d'un fait central qui s'appelle le Concile Vatican II. En 1962 jusqu'en 1965, l'Église a voulu se réformer profondément, et il y a toujours eu, dans la façon d'appliquer ce concile, une scission à l'intérieur de l'Église qui est revenue avec force lors de ce pontificat de François, parce que François veut, dit-il, appliquer ce Concile Vatican II jusqu'au bout. Des dossiers sont... Y a-t-il un ralentissement dans la conduite des affaires ? Est-ce que des dossiers sont suspendus ? Il y a une forme de régence, qui ne dit pas son nom, qui s'est mise en place. Qui est le régent ? Le régent, c'est en premier lieu le secrétaire d'État, c'est-à-dire le premier ministre de l'Église qui est à la tête de la curie romaine. Donc c'est le cardinal italien Parolin. Vous aviez raconté dans des précédents articles et dans votre livre combien justement le pouvoir du cardinal Parolin avait été réduit lors de ce pontificat. Il est en train de reprendre les places perdues ? Si vous voulez, la conduite de l'Église, c'est comme un avion, vous avez un pilote et un copilote. Le copilote, c'est l'administration de l'Église, qui s'appelle Parolin ou peu importe son nom. Ce sont des gens qui arrivent là, qui incarnent finalement la continuité, la stabilité de l'institution. Derrière Parolin, il y a par exemple le substitut, Monseigneur Peña-Parra, qui lui fait tourner la machine. C'est un peu le secrétaire général de l'organisation. Donc l'institution fait son travail, copilote. Le pilote, c'est le pape. C'est lui qui dit on va là, c'est lui qui décide de la vitesse, etc. Il se trouve que le pilote aujourd'hui est freiné. Il est peut-être très fragilisé et on ne sait pas quel sera l'avenir. Mais si les nouvelles aujourd'hui sont plutôt encourageante. Donc, qui prend le relais naturellement ? Pour l'heure, on attend le prochain communiqué. On est très prudent. Là, pour l'instant, on est en train de... C'est beaucoup moins attendu que la semaine dernière, quand même, il faut le dire. Mais qui pilote l'avion, c'est la curie romaine, et c'est son travail. Et c'est d'ailleurs la grandeur des institutions, on ne le souligne pas assez. Les institutions sont là, justement, pour aider, pallier le charisme du pilote. Maintenant, c'est vrai que François a gouverné pendant quasiment 12 ans, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de son élection, le 13 mars. Il a gouverné sans copilote. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a des dossiers qui sont suspendus pour l'instant ? Franchement, quand on regarde bien les décisions qui sont prises, il n'y a pas de décision stratégique majeure dans l'Église qui soit prise toutes les semaines. C'est une machine énorme. On gère là, au Vatican, par exemple, la nomination des évêques. On gère tel ou tel cas théologique, un théologien qui raconterait n'importe quoi, qui est tensé par Rome. Bon, ça se fait un peu moins aujourd'hui, mais c'était le cas avant. On gère les questions de liturgie. C'est des dossiers lents. On n'est pas dans un management d'une entreprise qui doit prendre des décisions au jour le jour. Là, aujourd'hui, les décisions qui sont prises concernent plutôt, pour le coup, la communication autour de la santé du pape. Il n'y a pas d'enjeu majeur, et les dossiers, finalement, les dossiers très importants sont soumis à l'avis du pape. Même dans son état actuel, il est capable de dire oui ou non, comme le faisait d'ailleurs Jean-Paul II entre 2001 et 2005, on a oublié, où il était très malade. Il avait un secrétaire qui faisait un peu le rôle du pape, Monseigneur Dziwisz, mais il pouvait prendre quand même, donner son aval aux grandes décisions. Vous dites qu'il a rédigé une lettre pour sa renonciation, et au cas où il ne disposerait plus de ses facultés mentales. Or, précisez-vous, le droit canon commande que cet acte soit en fait
soit fait en pleine possession de ses facultés. Donc c'est complètement paradoxal. Donc, il veut pas renoncer. Merci Vincent d'aborder ce sujet parce que effectivement une profonde contradiction entre le droit canon, parce que c'est une élection particulière qui, dans l'optique chrétienne, est reçue de Dieu à travers le vote des cardinaux. Donc cette élection n'appartient à personne, même le pape ne se l'accapare pas. Donc le droit canon protège absolument la liberté, l'indépendance du pape dans cette décision souveraine. Et Benoît XVI, connaît assez bien le sujet, a pris toutes les précautions du monde pour assurer, garantir le fait qu'il avait pris la décision de sa renonciation le 11 février 2013 en toute indépendance, pour ne pas être ensuite contredit. Il aurait pu être contredit juridiquement. Il a pris toutes les précautions. Donc ça, c'est quelque chose qui est souverain, une sorte d'indépendance souveraine. Le pape, s'il renonce, doit être totalement libre de décision. Maintenant, il a laissé, comme d'autres l'avaient fait d'ailleurs, Jean-Paul II l'avait fait, Benoît XVI l'avait fait, une sorte de lettre où, si son entourage constatait qu'il n'était plus en mesure mentale, et il l'a déjà dit plusieurs fois aussi, de diriger l'Église, alors une décision pourrait être prise, mais c'est une décision très difficile parce que ça pourrait être contestée. Bien sûr, ça voudrait dire par essence, elle pourrait être contestée. Ça voudrait dire que les cardinaux, précédent. Ça pourrait être contesté effectivement. Y a-t-il une ferveur comparable à celle qu'on observait lors des hospitalisations et de l'agonie de Jean-Paul II? Alors, oui ou non? Je peux pas comparer parce que y a des effets émotifs très très différents. La mort de Jean-Paul II était attendue depuis longtemps. L'agonie, ça a duré plusieurs jours. Les gens sont venus à Rome. C'était une sorte de mort annoncée. Là, on n'est pas dans une mort annoncée. On est dans une situation critique qui n'est d'ailleurs plus qualifiée comme telle aujourd'hui, fragile. On ne peut pas dire qu'il y a la même mobilisation, mais les gens du monde ne sont pas encore venus à Rome. Alors que pour Jean-Paul II, c'était les derniers jours, tout le monde le savait, il y a une influence extraordinaire à ce moment-là. On peut dire quand même qu'il y a une nouvelle page qui est en train de se tourner. Clairement. Et de s'ouvrir. Clairement. Cette hospitalisation marque vraiment, d'une certaine manière, le début de la fin de ce pontificat. Rien ne sera plus comme avant, même si le pape François retrouve quelques facultés et indépendance physique. Il ne pourra plus être comme celui que nous avons connu encore il y a très peu de temps. C'est la nouvelle étape dans la révolution du pape François. C'est le titre de votre livre, bien sûr, qu'on recommande. Il faut absolument le lire, surtout maintenant. À lire, c'est aux éditions Gallimard et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Jean-Marie Guénois. Merci, Vincent. Et bien évidemment, on continuera de suivre la situation avec vous. Il y a une autre situation, bien sûr, qui fait la une en ce moment, c'est ce qui se passe aux frontières de l'Europe. On va retrouver Stanislas Ployer à Kiev. À l'instant, à l'heure où on se parle, on vient d'apprendre que la Russie refuse un cessez-le-feu temporaire qui donnerait un répit à Kiev. Stanislas, quelle est l'ambiance à Kiev? Alors, est-ce qu'on était justement suspendu à cette réponse? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la nouvelle vient de tomber. Ici à Kiev, personne n'est vraiment étonné. À Kiev, les Ukrainiens ne font absolument pas confiance à la Russie. Ils savent très bien, ils le disent d'ailleurs depuis 3 ans que dure cette guerre, on ne peut pas négocier avec les Russes. Ils se souviennent très très bien des précédents, les accords de Minsk 1 et Minsk 2 en 2014-2015, dans laquelle la Russie s'était engagée à respecter une paix avec l'Ukraine, s'il n'avait pas empêché la Russie d'envahir à nouveau l'Ukraine en 2022. On voit un petit peu l'ambiance ici à Kiev. On n'est pas du tout étonné de ce refus russe. On sait bien que la Russie veut engloutir l'Ukraine dans son intégralité et on attend donc les prochaines étapes de ces négociations. Au cours de vos reportages à Stanislas en Ukraine, notamment dans le Donbass, vous avez croisé la route d'un cousin germain du vice-président américain J.D. Vance. Comment êtes-vous tombé sur lui?
Alors pour être exact, j'ai pas vraiment croisé sa route parce qu'il était déjà rentré aux États-Unis quand je me suis intéressé à Nate Vance, qui est effectivement le cousin germain par sa mère par son père pardon, de J.D. Vance, l'actuel vice-président américain. En fait, c'est vraiment au hasard d'un reportage. J'étais dans la région de Pokrovsk, qui est le principal point d'assaut de l'armée russe dans le Donbass, pour un reportage pour le Figaro qui est paru il y a 2 semaines. Et pendant ce reportage, donc j'ai passé quelques temps avec une unité qui s'appelle les Loups de Da Vinci. Donc c'est une unité nationaliste, plutôt élitiste. Et au cours de la discussion, pendant les quelques jours que j'ai passé avec eux, on discutait évidemment de la situation à Pokrovsk, mais aussi de la situation plus générale et géopolitique avec les Américains. Et au cours de la discussion, un des soldats m'explique qu'il connaît bien le cousin germain de J.D. Vance. J'en croyais pas vraiment mes oreilles. On en discute un peu plus et on se rend compte qu'en fait, Nate Vance a passé 2 ans et demi avec cette unité à se battre dans les tranchées ukrainiennes. Et puis, détail assez amusant, aussi le photographe du Figaro avec lequel je travaille, Albert Lorès, était déjà venu dans cette unité il y a 3 ans pour un reportage avec le Figaro en 2022. Il avait photographié bien les soldats. Il avait photographié aussi les volontaires internationaux, dont un certain Nate, un Américain qui s'appelait Nate. Il ne savait pas du tout à l'époque qui il était. Il savait simplement qu'il n'était pas très bavard et qu'il ne voulait pas en dire plus sur d'où il venait. Et puis on s'est rendu compte, du coup, pendant ce reportage, que ce fameux Nate, cet Américain, n'était autre que le cousin germain de J.D. Vance. Alors les soldats n'ont pas voulu nous donner son contact pour ne pas l'embêter, mais après quelques recherches sur les réseaux sociaux, on a retrouvé sa trace, on l'a contacté. Il était très, très content de discuter, de donner sa voix, de porter sa voix, parce qu'évidemment, il n'était pas très content des dernières évolutions de la politique américaine en Ukraine. Une chose qui est très intéressante dans ce que vous racontez, c'est que Nate Vance est effectivement très critique et même très en colère contre la politique menée par son cousin J.D. Vance et par Donald Trump, mais ça n'empêche pas qu'il reste un républicain et un soutien du vice-président américain. Oui, tout à fait. En fait, Nate Vance, c'est un républicain, c'est un Américain, comme il y en a des milliers, des millions aux États-Unis. C'est un Texan. Il a travaillé toute sa vie dans l'industrie pétrolière. Et alors, il a passé 4 ans dans les rangs des Marines entre ses 18 et ses 22 ans, mais c'était il y a de cela 20 ans. Il se présente lui-même comme un républicain pur jus. Voilà, sur ses réseaux sociaux, on découvre quelqu'un qui aime la chasse, qui aime le tir sportif, et puis il le souligne. J.D. Vance, c'est un homme intelligent, c'est un homme intègre, c'est un homme bon pour l'Amérique, mais voilà, sur la question particulière de l'Ukraine, voilà, leurs avis divergent, et puis on comprend bien pourquoi. Nate a passé 2 ans et demi dans les tranchées à voir nombre de ses camarades se faire tuer par les Russes. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que Nate Vance a pris la parole, en fait, sur un tout petit podcast, un podcast local texan au début du mois de janvier. C'est passé complètement sous les radars. Et pendant ce podcast, donc en fait, c'est avant l'arrivée au pouvoir de son cousin et de Donald Trump, et ben, il se montre très confiant sur la politique ukrainienne de son cousin et de Donald Trump. Il pense vraiment que Donald Trump va être une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Moi, quand j'ai discuté avec lui, donc quasiment 2 mois à petit près, il avait totalement changé d'avis. Et puis voilà, c'était le titre de l'article. Il parlait des États-Unis comme des idiots utiles de Vladimir Poutine, et il reprenait en substance ce que disent les Ukrainiens aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut pas négocier avec Vladimir Poutine. C'est impossible, parce que cet homme n'a qu'une envie, c'est d'engloutir l'Ukraine. Et les États-Unis n'arriveront pas à le faire changer d'avis. Merci beaucoup Stanislas Ployer. Effectivement, la Russie refuse un cessez-le-feu temporaire. Je dis effectivement, en tout cas, ce sont les dernières informations et les dernières annonces à l'heure où on se parle. Ce jeudi à 12h30, je recommande bien évidemment vos reportages en Ukraine et cette rencontre, en tous les cas cet entretien que vous avez pu avoir avec Nate Vance, à retrouver bien évidemment sur le site du Figaro, et aussi la réaction de J.D. Vance aux propos de son cousin sur Fox News, et dont vous retrouverez un extrait bien évidemment sur le site du Figaro et du Figaro TV. Bonjour Rodrer. Bonjour. Est-ce que vous êtes comme Nate Vance? Est-ce que vous êtes un de ces républicains américains, un de ces conservateurs américains qui soutient Donald Trump, qui soutient
votre ami J.D. Vance, mais qui n'est pas d'accord avec leur politique en Ukraine. Je suis en total accord avec la position ukrainienne de Vance. Et je considère qu'il était déshonorable pour son cousin de l'attaquer de cette manière-là. Je pense qu'il a répondu de façon avec grâce et générosité à son cousin. Et je déteste le terme. Et je déteste le terme idiotique que l'on utilise si souvent. Ceci est une insulte qui annule le débat réel sur les prospects réalistes de victoire de l'Ukraine. Il faut être réaliste sur leur capacité à gagner. Certes, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une difficulté avec une Russie qui apparemment refuse un cessez-le-feu temporaire, avec une Russie qui refuse, a priori, de négocier? Regardez, je ne suis pas pro-russe. Poutine n'aurait pas dû envahir. L'Ukraine a le droit de se défendre. Je voudrais que la Russie signe un cessez-le-feu. Mais je n'ai pas suivi les développements les plus récents aujourd'hui, car j'ai été très occupé par ma tournée de livres. Mais en général, la politique de Vance et de Trump est la bonne. Alors justement, on va peut-être revenir sur cette politique et puis un petit peu sur ce qui sous-tend cette politique. Peut-être quand même juste une dernière question. J'entends bien, vous me dites que vous n'êtes pas pro-russe et pourtant vous soutenez la politique de J.D. Vance et de Donald Trump. Vous ne craignez pas la menace russe? Vous ne pensez pas que la Russie est une menace? La menace russe, non. La Russie n'est pas un ami de l'Occident, mais la Russie n'est pas aussi puissante que ce que ces pourfendeurs en Occident imaginent. Je pense que Vance avait tout à fait raison de critiquer l'Europe en disant que leur menace principale est domestique, la migration de masse et les choses de cet ordre. Alors justement, on va revenir, vous faites allusion au discours de J.D. Vance à Munich en février dernier, le 15 février dernier. Juste peut-être une question sur Trump. Que pensez-vous, vous qui avez écrit plusieurs livres sur la nécessité de retrouver Dieu, de retrouver le christianisme et le catholicisme ou l'orthodoxie, on y reviendra, mais que pensez-vous du rapport de Trump à la vérité? Est-ce que ce n'est pas finalement un sophiste de droite? Donald Trump is not my ideal candidate. Donald Trump n'est pas mon candidat idéal. Je le soutiens, faute d'alternative. Mais ce qui m'émerveille, c'est le fait que dans les médias, c'est ce narratif selon lequel Trump a un rapport particulier à la vérité, mais Keir Starmer parle de la liberté d'expression au Royaume-Uni, alors qu'il emprisonne des personnes qui ont des opinions divergentes au Royaume-Uni. Qui est le pire offendeur à cet égard? Alors, je vous repose quand même ma question. Il y a ce que dit Keir Starmer, c'est une autre question, mais le rapport de Trump à la vérité et à ce concept qu'il développe dans l'art du deal, qui s'appelle l'hyperbole véridique, est-ce que ça vous interpelle pas, en tous les cas, en tant que chrétien? I don't like it. I don't think Trump is a Christian. Je n'aime pas ce concept d'hyperbole véridique. Trump n'est pas un bon chrétien, à mon avis. Mais le rapport de Trump à la vérité ne me fait pas aussi peur que le rapport wokiste aux questions de genre, aux questions de racisme, aux questions d'intolérance, qui sont des violations beaucoup plus profondes de la vérité, selon moi. Est-ce que Trump, est-ce qu'Elon Musk, finalement, n'instrumentalise pas certaines idées conservatrices
pour rétablir et pour défendre ce à quoi ils ont cru pendant longtemps, qui est le matérialisme? Je ne sais pas. Je ne vis pas en Amérique maintenant. Je vis en Europe. Et j'ai des réserves vis-à-vis de Musk et ses positions transhumanistes. Mais la raison pour laquelle Trump est au pouvoir est parce que les institutions qui encadrent la vie américaine ont échoué. Quand les démocrates, quand les démocrates étaient au pouvoir et quand les républicains étaient au pouvoir. Je n'aime pas ce que Trump fait en général. Enfin, tout ce que Trump fait. Mais je me pose toujours la question, quelle est l'alternative? Trump pourrait être un désastre, mais au moins nous avons un choix clair aujourd'hui. En gros, ce que vous dites, c'est Trump c'est mal, mais en face c'est pire. Je ne dis pas que Trump est nécessairement mauvais. Certaines choses sont mauvaises. Je ne crois pas ce qu'il fait avec l'économie, par exemple. Mais je pense que les alternatives sont largement pires. Je parle à beaucoup de conservateurs américains qui ne sont pas des fans de Trump. Mais quand ils regardent à ce qu'ont fait les wokistes et les démocrates, ils ont l'impression d'avoir aucune alternative. Et Vance lui-même a dit que c'est pour ça que il a changé d'opinion sur Trump et a fini par accepter la nomination de vice-président. Et c'est intéressant parce que vous aviez connu J.D. Vance et même vous avez été celui qui a fait connaître J.D. Vance, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, par une interview qu'il vous accorde dans The American Conservative, le journal auquel vous collaborez. Et c'est ainsi qu'il va atteindre la notoriété et c'est ainsi que vous allez même nouer une amitié. Vous racontez même que à cette époque, J.D. Vance était en recherche religieuse, spirituelle, et vous lui avez présenté un prêtre catholique, et c'est comme ça qu'il s'est converti au catholicisme. Je lui ai présenté un dominicain à Washington qui l'a catéchisé. JD m'a demandé, moi qui ne suis pas catholique, un ex-catholique, il m'a dit que je voulais devenir catholique. Et je pense que c'est parce que les figures publiques américaines que JD admirait le plus étaient des catholiques, donc je l'ai aidé à trouver son chemin vers l'Église catholique. Et quand il est devenu catholique en 2018, il m'a invité à sa cérémonie de baptême, qui était un grand événement dans sa vie et dans la mienne, en tant que son ami. Il a la foi du converti, Vance. The faith of the what? Il a la foi des convertis. Yeah, he does. Absolument, absolument. One thing that I admire about Vance is he's intellectually curious about his faith. C'est son sérieux intellectuel. Il croit vraiment ce que l'Église catholique enseigne. Sur J.D. Vance, il y a une anecdote intéressante. Il était déjà venu à Munich. On va reparler justement de son discours du 15 février dernier. Il était déjà venu à Munich, en fait, en 2024, un an avant. Et là, il vous appelle, vous qui résidez à Budapest, et pour venir dîner, car sur place, les gens, dit-il, refusent de lui parler. Le 15 février dernier, il est de retour à Munich, il est, cette fois-ci, vice-président, et il lance cet appel, on l'écoute. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. You can embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. Écoutez ce que le peuple vous dit, même si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que, en faisant cette déclaration, il s'est vengé de ce qui lui était arrivé un an avant? Yes, I think so. It's quite a story that he met with me to have dinner and drink beer because no one would listen to him. Il m'a retrouvé pour prendre une bière et dîner parce que personne ne l'écoutait. Et ce n'est pas simplement leur désaccord avec ses positions sur l'Ukraine, mais il refusait même de lui parler. Et un an plus tard, il revient dans une position de force. Je pense que c'était merveilleux. Et cela aurait dû secouer l'establishment européen.
européens. Les masses européennes sont contre la migration de masse, mais les élites gouvernantes ne veulent rien faire de sérieux pour l'arrêter. Mais une personne comme JD peut venir comme un ami de l'Europe et les appeler à gérer leurs propres problèmes avant de s'occuper de l'Ukraine est un signe de respect et de considération vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que vous comprenez que ce discours a quand même désorienté un public qui habituellement vient à Munich pour écouter des considérations qui portent sur la stratégie, qui portent sur la défense, et là, il n'en est pas du tout question. On a l'impression d'assister à un long prêche, mais absolument pas à des considérations stratégiques sur la défense. Et en plus, on se demande, mais est-ce que ce vice-président est vraiment compétent? Well, is it not strategic for Europe to stratégique pour l'Europe de faire face à ses propres problèmes domestiques avec le désordre qui vient de la migration de masse, avec le fait qu'à Bruxelles, par exemple, ils tentent de supprimer le droit à la liberté d'expression à ce point-là, au nom de la lutte contre la désinformation. À ce point-là, vous pensez que Bruxelles veut interdire la liberté d'expression? Oh yes, absolutely. They call it disinformation. Il l'appelle la désinformation. Ursula von der Leyen est partie à Davos il y a un an et a dit que le plus grand enjeu de sécurité était la désinformation. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les populations ordinaires européennes entendront des narratifs qui divergent du narratif dominant de Bruxelles. Et je pense que partout en Europe, les gens parlent de la possibilité d'une guerre civile, en France, en Grande-Bretagne et autre part, à cause des problèmes de migration de masse. Si ce n'est pas une question de sécurité et de stratégie, je ne vois pas de quoi parler. Par exemple, je pense notamment à l'attentat terroriste récent d'un camion qui est entré dans une foule. C'est effectivement un mode opératoire qu'on a vu un certain nombre de fois en Europe, et vous partagez, j'imagine, de ce point de vue-là, les thèses de votre confrère américain Christopher Caldwell. Il y a quand même une question qui se pose, et je la pose aux conservateurs que vous êtes. On a l'impression que dans les milieux conservateurs aujourd'hui, on ne s'attaque pas au problème de la désinformation, au problème des fake news. Sous prétexte que ce sont plutôt des milieux progressistes qui appellent au retour de la vérité, alors on ne s'intéresse pas au problème. Or, la désinformation, les fake news, le problème de la vérité, c'est quand même un problème qui devrait intéresser les milieux conservateurs. Yes, absolutely. But what defines disinformation? Comment définir la désinformation? Aux États-Unis, les médias avaient une façon de couvrir la Maison Blanche. Joe Biden était dans un état de déshérence mentale évidente, et cela a été occulté ouvertement par les médias. The FBI in the US was pressuring, and other agents in the US government was pressuring Facebook and Twitter. Et on sait que le gouvernement fédéral mettait la pression sur les grands mastodontes de la Silicon Valley pour les assister dans leur entre guillemets combat contre la désinformation. Donc il y avait une connivence entre le gouvernement et les grandes plateformes de distribution. Vous en avez... il y a une tendance dans les gens qui parlent beaucoup de désinformation à s'opposer à la vérité. Vous avez des preuves où vous n'avez que la conviction que le FBI et le gouvernement américain ont fait pression sur les plateformes de la Silicon Valley pour, en tous les cas, occulter une partie de la situation à la Maison-Blanche?
Mark Zuckerberg lui-même l'a dit devant le Congrès américain. Ils ont présenté des documents que des agents du gouvernement fédéral, peut-être pas le FBI, ils vont vérifier, mais des gens dans l'administration Biden ont mis la pression sur ces compagnies pour filtrer l'information et supprimer certains éléments. Regrettez-vous la mise à l'écart de Steve Bannon ? Je ne suis pas la politique américaine de façon suffisamment proche. Steve Bannon est une figure radicale. Ce qu'il a dit dans le passé, je suis d'accord avec. Mais c'est une force instable sur la droite trumpiste. Et je n'ai pas une opinion forte sur cette figure. Encore une fois, je vis à Budapest. Et je regarde l'Amérique de l'extérieur. Vous priez pour le rétablissement du pape François ? Non, ce n'est pas mon pape. Mais j'espère qu'il recouvrera. Mais je pense que cette papauté en particulier touche à sa fin. Et je pense que l'Église catholique doit recouvrir et la façon dont il a traité certaines factions au sein de l'Église catholique, notamment traditionnalistes, était honteuse à mon avis. Qu'est-ce que l'orthodoxie vous apporte ? Elle me donne une spiritualité beaucoup plus profonde. Elle m'a appris que Dieu est partout présent et remplit toutes choses. Et m'a appris que pour vivre comme un véritable chrétien, il faut d'abord convertir son cœur avant sa tête. J'étais un catholique pendant 15 années et j'ai perdu ma foi après mes reportages comme journaliste pendant 4 ans sur les abus sexuels au sein de l'Église. Je ne pouvais plus croire en l'Église après ces révélations. En devenant orthodoxe, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'ai perdu ma foi catholique, c'est parce que ma foi était trop intellectuelle. À partir du moment, je me disais qu'à partir du moment où j'avais tous les arguments en tête, ma foi serait sauve. Ce n'était pas vrai. Quand je suis devenu orthodoxe, je ne croyais pas que l'Église orthodoxe était libre de péché, mais je voulais me concentrer sur la prière, le jeûne et la vie ordinaire de la prière et du mysticisme. Il n'y a pas de problème de scandale sexuel dans l'Église orthodoxe, dans les églises orthodoxes ? Yes, there are. Yeah, but in the United bien sûr qu'il y en a. Aux États-Unis, l'orthodoxie est très petite, donc on en entend moins parler. Mais les scandales dans l'orthodoxie mondiale ont tendance à davantage se concentrer sur des questions de pouvoir et d'argent. Mais il n'y a pas d'église sans péché. C'est une évidence. Dans votre nouveau livre, vous revenez sur une notion essentielle qui est le désenchantement du monde, et en particulier le désenchantement de l'Occident. Yes. Oui. En Occident aujourd'hui, nous sommes désenchantés. Que veux-je dire par là ? Nous n'avons plus un fort sentiment, comme dans les siècles précédents, de la présence de Dieu et de la possibilité de se connecter avec lui. Comme chrétien, je sais que c'est vrai. Et mon espoir est qu'en lisant ce livre, les chrétiens en France et partout pourront réaliser ce qu'ils ont dans leur tradition et se reconnecter avec, pour que leur foi vive comme quelque chose avec lequel on peut entrer en contact directement et pas juste des concepts et des préceptes moraux. À vous entendre, à vous lire, et votre livre est très intéressant, je le recommande à la lecture, croire fera qu'on vivra mieux. Mais quand on lit ça, c'est difficile de ne pas se dire que dans ces conditions, la religion n'est pas l'opium du peuple. Vous êtes marxiste? No, I believe that it will make us live better because je crois qu'elle nous fera vivre mieux, car c'est vrai. Et cela correspond à la nature humaine et à la réalité. Mais on ne devient pas chrétien juste pour avoir une vie plus heureuse. Mon livre précédent portait sur les souffrances des chrétiens sous les soviétiques. Être chrétien les faisait souffrir plus et être davantage persécutés, mais ils savaient que leur souffrance avait du sens, parce
parce qu'il l'avait jointe à la souffrance de Jésus-Christ. Donc nous serons heureux, non pas parce que nous souffrirons moins, mais parce que nous savons quelle est la bonne chose à faire et que notre souffrance peut être sublimée. Une réponse courte. Vous avez commencé dans l'évangélisme, vous êtes passé par le catholicisme, vous en êtes à l'orthodoxie. Quelle va être votre prochaine religion, Rod Dreher? I'm Orthodox, babe. Je suis orthodoxe, baby. Je n'ai pas été éduqué protestant. Je suis satisfait par l'orthodoxie, mais ma mission est d'aider tous les chrétiens à vraiment croire en la foi, protestants, catholiques et orthodoxes, à vivre plus pleinement pour Jésus-Christ. Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé. C'est un livre absolument passionnant, assez fascinant. On n'est pas toujours d'accord, bien évidemment, mais c'est très stimulant et avec une très belle méditation sur la crise et le déclin de l'Occident. C'est aux éditions Artege et c'est à lire. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur le Figaro TV. Merci, Rod Dreher. Merci.